Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Ancienne ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome publie « Jouer ou tuer », un ouvrage sur la trajectoire d'un féminicide. On en parle avec elle dans la première partie de notre émission. Les TCA, les troubles du comportement alimentaire, apparaissent à l'adolescence et s'ils touchent principalement les femmes, eh bien leurs chiffres ne baissent pas chez les jeunes depuis des années. On en parle avec notre invitée en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garottière vous parlera du pressing, cette nouvelle forme de harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, place à l'actu avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec un recadrage d'Emmanuel Macron envers ses ministres suite au rapport publié sur l'entrisme islamiste en France. Le président juge que les propositions faites ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits. En effet, hier, lors d'un conseil de défense, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de nouvelles propositions pour lutter contre l'entrisme des frères musulmans. Le président s'est aussi agacé des fuites du rapport dans la presse avant que ce conseil puisse avoir lieu. Suite à ce recadrage, les politiques ont pris la parole, comme Gabriel Attal, qui a partagé certaines de ses idées. On l'écoute. Je considère qu'on doit agir et qu'on ne doit pas rester les bras ballants. Parmi nos propositions, assécher les financements de lieux de culte ou d'associations qui prêchent la haine et qui vont à l'encontre des valeurs de la République. Quant au socialiste Jérôme Guedj, il tire la sonnette d'alarme contre une potentielle surenchère politique. Voici ce qu'il confiait sur RMC. Je ne voudrais pas que ce sujet-là devienne la course à l'échalote. Il y a des dispositions déjà dans la loi de 1905. C'est un article qui dit toute personne qui fait pression sur quelqu'un pour l'obliger à croire ou pour l'empêcher à croire, c'est un délit pénal, c'est une atteinte à la laïcité. Il n'y a eu aucune poursuite sur ce terrain-là. Nous devrons faire de nouvelles propositions en juin lors du prochain Conseil de défense. Et dans ce rapport sur l'influence des frères musulmans en France, les rapporteurs proposent plusieurs mesures comme l'enseignement de l'arabe dans les écoles publiques. Étudier l'arabe pour, je cite, ne plus en laisser le monopole aux écoles coraniques serait une priorité pour les rapporteurs du projet. Objectif, ne pas déléguer cet enseignement et développer l'islamologie. Le rapport stipule que l'éducation, je cite, est une priorité de la branche française des frères musulmans. Gabriel Attal s'inquiète de l'augmentation massive et visible de petites filles portant le voile. Alors qu'il avait interdit le port de l'abaya dans les écoles, il souhaite désormais interdire le voile pour les moins de 15 ans. Affaire à suivre. Et hier s'est ouvert le procès de l'ancien directeur du collège de Saint-Jean-de-Passy à Paris, jugé pour agression sexuelle sur un élève de 14 ans. J'ai 52 ans de carrière, jamais un incident comme ça n'est arrivé. Voici ce qu'a annoncé l'ancien directeur, jugeant ces accusations, je cite, inimaginables et inconcevables. Pour rappel, les faits remontent en février 2021. L'adolescent de 14 ans aurait été convoqué dans le bureau du directeur pour discuter de ses résultats scolaires et de son comportement. Selon le jeune garçon, le directeur lui aurait fait subir des attouchements. Le soir même, l'élève s'est confié à ses parents qui, plus tard, auraient porté plainte. L'enquête révèle des recherches pornographiques sur l'ordinateur du directeur. 12 témoins pour la défense doivent encore être entendus. En attendant, le procès est renvoyé au 6 juin. On se rend désormais dans le Havre où des explosions ont eu lieu mercredi matin dans la cour du collège Jules Vallès. Et durant 2 heures, les 500 élèves et le personnel scolaire ont été confinés suite au jet de bouteilles par plusieurs individus dans la cour de récréation qui causa 2 explosions. Si personne n'a été blessé durant les détonations, la procureure de la République du Havre a ouvert une enquête et précise, je cite, s'orienter vers une piste interne afin d'identifier les auteurs et le produit explosif. En attendant les conclusions de l'enquête, une cellule psychologique est à disposition des élèves. Et on poursuit avec une prise de parole sur RMC de Sarah El Haïry, haut commissaire à l'enfance, qui s'est dite favorable à une carte spécifique pour les familles monoparentales. La haut commissaire a encouragé, je cite, la reconnaissance de la monoparentalité dans la société afin que les familles puissent avoir des avantages auprès des collectivités et des entreprises. Alors que souhaite-t-elle véritablement mettre en place ? On l'écoute. Dès le premier enfant, de manière universelle, sans voir la question des revenus. Donc ce n'est pas lié à une politique sociale, mais à une politique familiale. C'est lié à la réalité de la composition de la famille. Et donc, on mobilise les acteurs des transports, du tourisme, de la culture, plus largement les acteurs de notre société, pour dire on a 20% de nos familles à peu près qui sont en situation de monoparenté. Il y a des besoins spécifiques de garde, de réalité financière, de charge mentale, de dingue. Eh ben, on va apporter un regard bienveillant.
Et une autre question qui anime les syndicats scolaires, doit-on revenir à la semaine de 4 jours et demi dans les écoles primaires? Dans un rapport publié mardi sur l'école primaire, la Cour des comptes juge que la semaine de 4 jours joue un rôle néfaste sur les résultats des écoliers. Pour Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges, la Cour des comptes n'a pas son mot à dire sur l'organisation des enseignements scolaires. On l'écoute au micro d'Estelle Denis sur RMC. Cette semaine de 4 jours et demi, il faut bien se souvenir qu'on est dans un contexte global. On est la France, on est un pays où il y a beaucoup de femmes qui travaillent à temps plein, on a beaucoup de familles monoparentales. Le seul pays à le faire. Voilà. Et si on n'a pas les capacités, je ne vais même pas dire d'occuper, mais de proposer des activités de qualité aux enfants sur le temps qui est libéré, ça ne sert strictement à rien. La Cour des comptes qui dit la semaine de 4 jours et demi c'est mieux parce que le problème c'est la coupure de 2 jours le samedi et le dimanche. On va rappeler que la semaine de 4 jours et demi de 2013, il n'y a que 3% des écoles qui faisaient cours le samedi matin. 97% faisaient cours le mercredi. Donc la coupure, elle est toujours là. Et cette publication de la Cour des comptes intervient avant la Convention citoyenne sur le temps de l'enfant qui débutera le 20 juin prochain. Et aujourd'hui marque la fin du défi 10 jours sans écran qui avait été lancé par Elisabeth Borne dans les établissements scolaires. La ministre de l'Éducation souhaitait prouver que l'utilisation modérée du numérique était possible. Et oui, c'était le 13 mai dernier. Elisabeth Borne encourageait au droit à la déconnexion. Un test de 10 jours alors que la ministre voudrait imposer cette pause à la rentrée. Alors qu'en est-il des résultats suite à ce défi? Écoutons les témoignages de plusieurs élèves de l'établissement scolaire Jeanne d'Arc de Montrouge près de Paris au micro de Margot Kefelec sur France Inter. C'est tournoi de foot aujourd'hui, tout le monde va regarder le match et il n'y aura pas de téléphone, c'est super. On est un peu plus accroché à nos téléphones et on communique très rarement face à face, comme on a pu le faire cette semaine. 3h50 moyenne de la semaine et je pense que j'étais à peut-être 6h les semaines passées. Et pour la directrice de l'établissement, si ces mesures fonctionnent, c'est parce qu'elles viennent des élèves. Et on termine ce JT avec la 12e cérémonie de remise de prix non au harcèlement qui a eu lieu hier à l'Élysée. Et ce prix récompense les élèves et les enseignants qui s'engagent contre le harcèlement en créant des affiches et des vidéos utilisées dans leur établissement respectif. Cette année, 180 000 participants se sont prêtés à l'exercice. Ce fut aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'insister sur son engagement dans la lutte contre le harcèlement. Voici un extrait de son discours diffusé sur le compte X de l'Élysée. Et vous avoir ici, enseignants et élèves, pour nous, est une manière avec mon épouse de vous dire merci pour cet engagement, mais de vous dire qu'à chaque jour, vous avez un rôle très important à jouer. Celui de continuer à être vigilant et celui de continuer à diffuser cette culture de la bienveillance à l'école, qui doit être un lieu où on apprend, mais où on respecte. Merci beaucoup Louisa pour ces infos. En 2018, Isabelle Rome est présidente de la cour d'assises de Versailles. La vague MeToo arrive à peine en France, mais les féminicides, eux, sont malheureusement bien présents. Ancienne ministre et magistrate engagée pour la cause des femmes, Isabelle Rome publie cet ouvrage, Jouer ou tuer, un récit sur la fabrique du féminicide du point de vue de la justice. On en parle tout de suite avec elle. Isabelle Rome, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la Ministre. Vous êtes ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et autrice de ce livre remarquable, Jouer ou tuer, la fabrique d'un féminicide. C'est paru aux éditions Michalon. Il est faux de dire, et je vous cite, que le procès permet le deuil. Et la question donc c'est à quoi sert un jugement ? Alors, à quoi sert un jugement ? À beaucoup de choses. Déjà, de chercher la vérité et la dire, puisque à l'issue du procès se situe le verdict, c'est-à-dire c'est le moment, j'allais dire, où on dit la vérité, en tout cas ce que la justice reconnaît être comme la vérité, c'est-à-dire est-ce que l'accusé est bien coupable des faits qu'on lui reproche ? Première question, première réponse. Et donc, si on répond oui à la culpabilité, deuxième élément de la réponse, c'est la peine à laquelle le condamné donc, va être condamné. Voilà, donc ça, c'est vraiment le procès. Donc, c'est dire la vérité, réprimer, condamner la personne qui a commis un crime, puisqu'on est en cour d'assises. Souvent, oui, on dit que le procès permet de faire le deuil et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Il est une étape en revanche nécessaire
déjà par rapport à ce que je viens de dire. Pour la victime, je pense qu'il est important aussi parce que justement la victime est enfin reconnue en son statut de victime par le fait de dire que la personne accusée est bien coupable. Pour elle, c'est important. La condamnation pénale, elle est importante aussi. Il y aura aussi une réparation au civil, mais c'est une étape importante et c'est à partir de ce moment-là que pourra vraiment se faire le travail de réparation, de reconstruction. Du fameux cheminement qui s'opère souvent après. Pourquoi certains jugements, et vous le dites très très vite, sont incompris dans l'opinion publique? Est-ce que c'est dû à une mauvaise image de la justice en général et des magistrats en particulier? On a vu 2-3 altercations récentes qui n'étaient pas, en tout cas, qui n'étaient pas très joyeuses. Oui, alors c'est vrai que l'actualité n'est pas très en faveur des magistrats, mais les critiques faites à la justice sont bien anciennes. Et très souvent, en fait, ne sont connus à l'extérieur que quelques éléments d'un procès. Et souvent, la communication autour d'un procès, elle est faite par l'avocat de la défense ou par un avocat de la partie civile, jamais par les juges, jamais par les jurés, puisque nous avons une obligation de secret du délibéré. Les avocats généraux, c'est-à-dire les représentants de la société, du ministère public, ne s'expriment pas pendant le temps même du procès. Ce qui fait que l'opinion publique a toujours une vision parcellaire des choses et donc forcément un peu tronquée. Je ne dis pas que les avocats ne disent pas, mentent, mais forcément puisqu'ils assistent soit l'accusé, soit la victime, la partie civile, forcément ils ont une version et c'est bien normal et c'est pas du tout, j'allais dire une critique de leur métier, mais c'est bien normal qu'ils n'apportent pas l'ensemble des éléments qui figurent dans un dossier et l'ensemble des éléments qui sont discutés au cours du procès. La faute aussi peut-être à l'accès à l'information permanente à travers les réseaux sociaux, à l'idée en fait, à cette d'ailleurs fausse idée, mais que l'on peut tout savoir, on peut accéder à tout et donc l'information parcellaire n'est pas acceptable finalement. Oui, vous avez tout à fait raison, cette illusion du savoir et je pense que les réseaux sociaux donnent malheureusement trop souvent cette illusion du savoir. En fait, les réseaux sociaux, comme d'ailleurs toute communication immédiate, ne donne que des petits morceaux des choses. Et donc, ensuite, il faut reconstituer un puzzle et on n'a pas forcément tous les morceaux pour reconstituer le puzzle. Pendant 6 ans, vous avez été également juge de l'application des peines. Vous parlez d'un chapitre assez conséquent de cette notion, évidemment, de vérité absolue et aussi de ce principe de raison. On juge, vous le dites, avec la raison. Est-ce que c'est possible de écarter toute émotion, tout parti pris ? Non, justement, et c'est bien pour cela que je dis qu'il faut faire place à la raison, tout en reconnaissant qu'un juge peut avoir des émotions. Je pense que ce serait faire croire, quelque chose qui n'est pas vrai, que de dire qu'un juge n'a pas d'émotions. Non, moi je dis qu'un juge peut avoir des émotions, comme un avocat peut avoir des émotions, un policier peut avoir des émotions. Souvent je dis qu'on peut avoir une larme derrière ses lunettes quand on préside un procès de cour d'assises. Parfois, on a des photos qui sont insoutenables et c'est bien difficile de ne pas avoir soit une larme, soit une petite réaction de douleur, presque de... Bon. Mais pour autant, une fois que la porte de la salle des délibérés est refermée, c'est place à la raison. C'est-à-dire qu'on ne juge pas avec son émotion, on juge avec sa raison. Et lorsque je présidais des cours d'assises, c'est vraiment aussi le message que je faisais passer aux jurés, c'est-à-dire à nos concitoyens tirés au sort pour le procès, c'est-à-dire si on juge avec sa raison, c'est-à-dire première chose, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour déclarer quelqu'un coupable? Et maintenant, ensuite, si oui, quelle peine? C'est-à-dire, et la peine, elle se décide aussi au vu d'éléments, au vu de critères définis par le code pénal et le code de procédure pénale. On regarde les lois. Vous partez donc pour écrire ce livre, Jouer ou tuer, dont je rappelle donc le titre, Jouer ou tuer, la fabrique d'un féminicide, paru aux éditions Michalon. Vous partez de l'histoire d'un couple, Eliane et Jean-Pierre, dont le procès aura duré 3 jours, afin justement de décrypter cette mécanique du féminicide. Alors je dis des malheureusement féminicides. Pourquoi leur histoire à eux, celle d'Eliane et Jean-Pierre, est significative ?
Alors, l'histoire d'Éliane et Jean-Pierre est significative parce que, justement, elle illustre, malheureusement, très clairement ce qu'est ce processus de fabrique du féminicide. Et j'ai choisi d'évoquer ce cas parce qu'à l'époque même où je l'ai jugé, en 2018, c'était en appel d'ailleurs, on n'avait pas encore connaissance de ce mécanisme qui se met comme ça à l'œuvre dans un couple. Et ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme de contrôle coercitif, par lequel un conjoint violent va complètement dominer l'autre, va la détruire à petit feu en la dominant, en l'humiliant, en l'anéantissant. Et en fait, à l'époque, lorsque je jugeais donc des féminicides, je me disais, mais c'est toujours le même scénario. Et là, aujourd'hui, grâce aux sciences humaines, nous pouvons mettre des mots là-dessus. Et donc, en fait, ce qu'on retrouve presque tout le temps, c'est-à-dire, on retrouve l'isolement de la victime. C'est-à-dire que très vite dans la relation, le conjoint violent va tout faire pour isoler la victime de sa famille, de ses amis, etc. Ensuite, très vite aussi, il va commencer à l'humilier, lui dire qu'elle est moche, qu'elle est grosse, qu'elle est nulle. Il va aussi la harceler, lui envoyer, par exemple, j'ai pu voir 200, 300 SMS par jour. T'es où? Tu fais quoi? Une jalousie, bien sûr, excessive. Et ça, c'est vraiment dans tous les... Une paranoïa très forte aussi. Et alors, voilà, on n'emploie pas forcément le terme de paranoïa, mais en fait, ça ressemble. C'est-à-dire que, par exemple, il va toujours la suspecter d'avoir un amant. Là, dans l'histoire de Jean-Pierre et Éliane, il travaillait de nuit, ben parfois il rentrait en pleine nuit pour vérifier qu'elle ne fut pas avec un amant. Il comptait le nombre de gants de toilette dans le panier à linge pour vérifier s'il n'y avait pas eu aussi un tiers qui aurait pu utiliser un gant de toilette. Il avait fait déménager très vite du village au sein duquel il s'était connu parce qu'il trouvait qu'elle connaissait trop de monde là-bas et que donc il pouvait y avoir certainement de ses ex. Ou, voilà. Ils ont eu 6 enfants. À chaque naissance, il avait du mal à reconnaître l'enfant parce qu'il pensait qu'il n'était pas le père. Donc on voit que ça va loin. Donc cette jalousie excessive, bien sûr, ces humiliations, ces dévalorisations et aussi le fait de ne pas supporter l'autonomie de l'autre ou l'autonomisation. Éliane n'avait pas son permis de conduire, elle avait le souhait de le passer, elle aurait voulu aussi reprendre du travail, tout ça, il le voyait d'un très mauvais œil. Et donc tous ces symptômes, j'allais dire, nous les retrouvons dans de nombreux féminicides. C'est pourquoi il est important de nommer ces symptômes. Oui. Les chercheurs comme Andrea Vintila-Grueff ont nommé ce mécanisme contrôle coercitif et on voit bien qu'en fait c'est l'antichambre du féminicide. C'est l'antichambre du féminicide et pour autant, il n'y a pas nécessairement violence conjugale, justement, avant un féminicide. Mais en revanche, il y a toujours le contrôle coercitif. Oui, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire que moi, j'ai jugé des féminicides qui n'avaient pas été précédés de violences physiques. Pas de coups, pas de claques, pas de... Voilà. Il faut bien se dire que les violences, ce ne sont pas forcément des hématomes, ce ne sont pas forcément des coups, mais elles peuvent être des mois ou des années de violence psychologique telle que je viens de la décrire. Et cette violence psychologique, cette violence invisible, eh bien, elle est extrêmement destructrice parce que non seulement elle peut conduire au féminicide, mais elle peut aussi conduire au suicide. C'est d'ailleurs ce qu'on a qualifié de suicide forcé. Enfin, le terme de suicide forcé n'apparaît pas vraiment en tant que tel dans la loi. C'est en 2020 le terme de harcèlement moral au sein du couple ayant conduit au suicide de la victime, donc qui a été retenu. Mais en fait, on voit bien que oui, c'est ce processus aussi qui peut mener au suicide de la victime parce que justement, elle se sent tellement dégradée, tellement annihilée qu'à un moment donné, elle va se sentir tellement nulle, tellement dévalorisée qu'elle va se dire je ne vaux plus rien et elle peut mettre fin à ses jours. Avant même d'arriver au féminicide, au suicide forcé, il y a aussi de nombreuses femmes, on les compte par milliers, qui vivent sous cette emprise, ce contrôle coercitif que vous racontez et qui ont conscience, mais en même temps qui s'en arrangent. Et c'est ça que vous interrogez aussi dans ce livre et dans votre vie, même lorsque vous avez été ministre, hein, c'est cette question finalement de la relation du couple, ce système
français. Oui, parce qu'en fait, souvent, j'ai pu constater que les femmes qui étaient victimes de ce genre de comportement réalisaient parfois assez tardivement que ce qui se passait n'était pas normal. Parce que... dans un premier temps, vous savez, quand on a un homme qui va demander t'es où, tu fais quoi, on peut croire dans un premier temps qu'il s'intéresse, qu'il s'intéresse à elle, etc. Bon. Et puis souvent aussi, il y a des embellis, c'est-à-dire qu'il va être extrêmement dévalorisant, mais un jour il va arriver avec un bouquet de fleurs, et là elle va se dire mais oui, mais il m'aime, bon il est comme il m'aime, donc s'il fait tout ça c'est qu'il m'aime, et donc en fait elles sont déboussolées. Et c'est ce qui fait que parfois il y a des femmes qui portent plainte, qui retirent leur plainte quelques jours après, parce qu'en fait elles sont dans un tel chaos finalement intérieur, mais qui est provoqué par justement par la pression de l'autre sur elle, par la violence exercée sur elle, qu'elles ne voient plus en fait comment elles peuvent survivre et comment elles peuvent vivre en dehors de ce couple. Souvent, certaines d'entre elles m'ont dit qu'elles se sentaient comme des serpillières. Je trouve que ce terme qui est très vilain, il est aussi extrêmement évocateur. C'est-à-dire que quand on se sent comme une serpillière complètement essorée, etc., c'est dur d'imaginer sa vie après. Voilà. Et c'est vrai que pendant des siècles, et vous le dites, le procès pénal n'était qu'un face-à-face entre l'accusé et la victime, représenté par le ministère public. Finalement, la victime n'était pas vraiment au cœur du sujet, au cœur du procès. En fait, c'était entre l'accusé et la société, en quelque sorte. Donc, la société étant représentée par le procureur général. Et en fait, c'était même le fondement du droit pénal et du procès pénal, c'est le face-à-face de l'accusé qui doit rendre des comptes à la société parce qu'il a transgressé la loi. Et en fait, la présence, la notion même de victime n'était pas vraiment intériorisée dans la procédure pénale. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, dans les années 1900, qu'on permet à la victime d'être partie au procès, c'est-à-dire d'être partie civile, d'avoir accès au dossier et ensuite d'être partie au procès. Et puis peu à peu, à partir des années 80, avec Robert Badinter, la mise en place des associations d'aide aux victimes, les bureaux d'aide aux victimes dans les tribunaux, etc. Et tout cela, c'est extrêmement important. Et le travail que font les associations est vraiment remarquable dans l'accompagnement des victimes, justement pendant tout le processus pénal, c'est-à-dire bien sûr au moment du procès, mais aussi devant le juge d'instruction, et c'est très important. Mais dans la procédure en tant que telle, la victime n'a pas encore vraiment beaucoup de place. En revanche, dans les débats, eh bien, oui, aujourd'hui, on fait plus de place à la victime. Notamment avec l'avènement de MeToo, de hashtag MeToo, qui a été très important. Est-ce que vous avez vu une évolution, vous, tout au long de votre carrière, notamment, sur la place à la fois de la victime, la place accordée aussi, parce que lorsqu'on parle de victime, et on fait, je fais volontairement la distinction de genre, justement, entre les femmes et les hommes, cette question des féminicides, qui est bien précise, et de la place de la femme dans la société, est-ce que vous avez vu une évolution des mentalités ? Oui, bien sûr, une évolution des mentalités. Par exemple, aujourd'hui, on n'emploie plus ce terme de crime passionnel, c'est-à-dire on ne tue pas par amour. Ça, je pense que la plupart des personnes... Bon, il y a encore des récalcitrants, mais la plupart des personnes, je pense, ont compris qu'on ne tue pas par amour. Parce que, en fait, en général, quand on tue, c'est qu'on ne supporte pas que l'autre se dégage de soi. C'était même vu comme un acte romantique. C'était même, voilà, c'est ça. Oui, oui. Et donc ça, c'est clair qu'on ne voit plus le féminicide de la même façon. Les peines ont considérablement augmenté. C'est-à-dire que moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune juge, que je siégeais aux assises, donc il y a 30 ans, en fait, les peines, justement, elles étaient beaucoup moins sévères parce que, justement, entrait ce phénomène de romantisme, et j'allais dire très souvent, les peines pour féminicide, elles pouvaient être inférieures à 10 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, les derniers chiffres que j'avais, moi, c'était 18 ans de réclusion criminelle en moyenne, mais qui datent déjà de 2019-2020. Et je suis sûre que depuis ces années-là, on a encore augmenté en sévérité. Pourquoi dit-on aujourd'hui encore, Isabelle Rome, que les crimes ne sont pas jugés ? Alors, les féminicides, ou même les actes de violence
envers les femmes par des hommes? Alors, les féminicides, ils sont jugés parce que voilà, quand il y a mort, voilà. Mais oui, en ce qui concerne les violences, et notamment les violences sexuelles et les viols, trop d'affaires restent encore classées sans suite ou n'aboutissent pas, c'est-à-dire se terminent par des non-lieux, c'est-à-dire il y a une instruction qui est faite par un juge d'instruction pendant plusieurs mois, mais quand même, à la fin de ces plusieurs mois, on dit qu'il n'y a pas assez de charges, on ne peut pas renvoyer la personne mise en cause devant un tribunal pour être jugée parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Et tout cela vient souvent du fait que on n'a pas pu prouver la contrainte, puisque c'est à la justice, au procureur, au juge de prouver qu'il y a eu une contrainte dans un viol ou dans les violences sexuelles. C'est le même processus, c'est-à-dire un acte de pénétration sexuelle, donc si c'est un viol ou une agression sexuelle commis avec contrainte, violence, menace ou surprise. Et pourtant, pour avoir été juge d'instruction, présidente de cour d'assises, surtout juge d'instruction, parce qu'en fait, c'est plutôt à ce niveau-là que ça bloque. Parce qu'aux assises, après, une fois que c'est aux assises, il y a beaucoup plus de condamnations, mais... En fait, ça m'est arrivé, moi, de prononcer des non-lieux parce que, justement, n'avait pas été rapportée la preuve d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Et pour autant, je me disais, mais la victime, elle n'était pas consentante. J'avais l'impression qu'elle n'était pas consentante. Mais moi, un juge, il doit respecter la loi scrupuleusement. Dernière question, parce que malheureusement, le temps presse, mais la voix des enfants est très importante. Et vous y accordez évidemment un ou même 2 chapitres, il me semble, sur l'implication des enfants, leur place finalement dans le procès et l'importance de leur témoignage. Comment on gère une position si compliquée en tant qu'enfant et surtout en tant que peut-être parent restant? Quand on est un enfant et que sa maman est tuée par son père, c'est un drame absolu. C'est-à-dire que voilà, c'est l'histoire des 6 enfants d'Eliane et de Jean-Pierre. Et c'est la grande sœur d'ailleurs qui s'est vraiment occupée de ses petits frères, de ses petites sœurs. Je pense qu'il faut justement donner de la place aux enfants, qui grandissent d'ailleurs, au cours de toute la procédure pénale et du procès pénal. Bien sûr, ils ont un droit à réparation, j'allais dire, sur le plan civil, mais je pense qu'il est aussi important qu'ils puissent s'exprimer pendant le procès, qu'ils puissent parler de leur mère, et puis parler aussi de ce qu'ils ressentent depuis qu'elle a été tuée, et comment est leur vie. On sous-estime effectivement ce qu'ils vivent. Je vous cite, le traumatisme qu'ils peuvent subir du seul fait d'être exposés à ces violences est comparable à celui provoqué par une scène de guerre. Oui, alors ça, c'est déjà vraiment cette notion qui est très importante et dont on n'a pas pris conscience il y a si longtemps que ça, c'est de l'impact dévastateur des violences conjugales sur les enfants. Pendant des années, et je fais partie de cette génération, mais comme plein de... pas que des juges, des avocats, des médecins, des policiers, enfin plein de travailleurs sociaux, on nous disait ce qui se passe au sein du couple ne concerne pas les enfants. Or, c'est faux, malheureusement. Et ça aussi, les sciences humaines nous ont permis de comprendre que c'est faux, puisque, en fait, vous l'avez rappelé, un enfant exposé aux violences conjugales est aussi traumatisé que si vous voyez une scène de guerre. Et donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Et c'est aussi important de comprendre qu'un conjoint violent n'est pas un bon père de facto, du simple fait qu'il commet des violences physiques ou morales sur la mère. Et qu'en plus, il y aura une influence probablement sur la vie de cet enfant qui pourra lui-même devenir déviant aussi, ou en tout cas traumatisé, bien sûr, ça c'est certain. Si son traumatisme, effectivement, n'est pas reconnu et pas traité, pris en charge. Merci beaucoup, Isabelle Rome, d'être venue sur le plateau du Grand JT pour nous parler de toutes ces années, évidemment, aux côtés des victimes, aux côtés de la justice, mais surtout pour ce livre, Jouer ou tuer, la fabrique d'un féminicide, paru aux éditions Michalon. Voilà, livre remarquable et puis surtout instructif. Moi, j'ai appris plein de choses. Donc, je vous remercie mille fois de cet entretien. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT.
De retour dans le Grand JT, je suis avec Natacha Soria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice avec votre sœur, je crois, de l'association Upcare et également l'association Je Danse. On va parler aujourd'hui des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Vous êtes engagée sur cette question de la santé mentale et des TCA. Pourquoi exactement? Quel a été votre parcours pour arriver à cela? Donc tout à fait, j'ai créé l'association Je Danse. Upcare, c'est une entreprise qui sensibilise et qui forme les professionnels à la santé mentale. Et j'ai fondé donc l'association Je Danse avec ma sœur et mon père, parce que j'ai une sœur en fait qui a souffert de troubles du comportement alimentaire. Et donc pour lui rendre hommage, on a décidé de créer l'association et pour sensibiliser sur ces maladies qui sont encore trop peu connues, trop tabous dans notre société. Et donc aujourd'hui, on partage aussi notre expérience en tant que proche de personnes qui ont souffert donc, de troubles du comportement alimentaire. Et on aide les personnes à s'en sortir à travers différents ateliers qu'on propose à l'année. Donc les troubles du comportement alimentaire, on peut dire un petit mot exactement sur ce que c'est? Oui, donc les TCA, ça regroupe principalement l'anorexie mentale, l'hyperphagie et la boulimie. Donc ça va être des comportements, on va dire, pas normal envers son alimentation, son apparence. Et donc, on va, soit par exemple dans le cas de l'anorexie mentale, restreindre complètement son alimentation, faire du sport excessivement. Dans le cas de la boulimie et hyperphagie, on va faire des crises d'alimentation et on va compenser ou non par du sport, des vomissements, des laxatifs. Et donc, ça peut être très, très dangereux, voire mortel, parce que l'anorexie mentale, c'est la première maladie psychiatrique mortelle. Ça touche près d'1 million de personnes en France, dont 600 000 jeunes. Oui, ça touche surtout les jeunes, en fait. Forcément, on imagine que les réseaux sociaux aggravent la situation. Exactement. Le fait de se voir, de se montrer, d'imaginer une vie rêvée, donc un corps aussi idéal. Bah là, en ce moment, en plus, il y a des pétitions qui sont en train de se créer autour du Skinny Talk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais sur TikTok principalement. Il y a le hashtag Skinny Talk qui tourne. Et en fait, c'est des vidéos qui vont prôner la maigreur, la minceur extrême. Et ça peut être très, très dangereux envers justement les jeunes vulnérables qui consomment ce genre de contenu. Et donc, ça peut être très grave. Donc, les professionnels de santé, ils se mobilisent en tout cas pour justement faire en sorte que tous ces contenus soient censurés sur les plateformes. Quelles sont les idées reçues autour de la TCA? Il y en a énormément parce que, en fait, c'est encore très peu connu, très tabou. Et donc, on a l'impression que les personnes font exprès de tomber dans la maladie, qu'elles vont réussir à s'en sortir juste en remangeant, mais c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, c'est des maladies psychiatriques. Et du coup, forcément, l'entourage, parfois, elle a du mal à comprendre la personne qui souffre. Elles sont souvent liées effectivement à la puberté, aux modifications finalement du système hormonal aussi. Il y a pas mal de choses qui s'opèrent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le psyché, mais aussi le corps qui parle et qui réagit. Exactement, ça arrive souvent à la puberté, une fois que les femmes, les jeunes filles commencent à avoir leur corps qui change. Après, ça arrive aussi chez les garçons. Donc ça aussi, il faut le rappeler. Notamment toutes les initiatives au sport, le sport en excès, etc. Ça entraîne énormément aussi dans les troubles du comportement alimentaire. Et donc, il faut faire très attention à ces troubles. Alors, parlons justement des ateliers que vous proposez pour cette journée du 2 juin, qui est la journée mondiale des TCA. Il y a des rencontres, c'est ça, qui sont prévues à la fois avec des médecins peut-être, des personnes qui peuvent parler de ces troubles alimentaires compulsifs? Exactement. Donc, le 2 juin, c'est la journée mondiale de sensibilisation autour des troubles du comportement alimentaire. Et donc, le 8 juin, on organise une journée portes ouvertes où a lieu des rencontres, des échanges avec des professionnels de santé tels que des psychiatres, diététiciens, mais aussi des ateliers de yoga qui sont proposés, des témoignages de personnes qui s'en sont sorties. Et en fait, ça favorise les échanges. On se sent moins seul face à la maladie, donc on peut rencontrer aussi des personnes qui vivent la même chose. Du coup, voilà, on peut encore s'inscrire. Notre lien, elle est dispo sur notre compte Instagram qui est jedanse-officiel pour s'inscrire à ces journées. Et c'est très important de sensibiliser
et d'apporter de l'aide. Sensibiliser, apporter de l'aide, effectivement, mais surtout, c'est le principe de la prise de conscience qui est aussi très important. C'est pas toujours évident de prendre conscience qu'on est dans une dérive ou même dans une maladie déjà très installée, effectivement, une maladie mentale qui est la boulimie ou l'anorexie, parce que j'imagine qu'on peut parler de maladie mentale dans ces cas-là. Oui. Comment vous faites pour amener justement ces jeunes et moins jeunes vers ces actes de sensibilisation et donc vers la guérison? Exactement. En fait, toutes les personnes déjà qui font le pas de venir aux journées qu'on organise, parce qu'on en a organisé plusieurs, on leur dit que c'est un pas énorme vers la guérison, parce que c'est vraiment accepter déjà qu'on souffre et qu'on a besoin d'aide, et ça, c'est un énorme pas. Donc nous, on essaye vraiment de sensibiliser à notre échelle sur les réseaux sociaux et de proposer différents accompagnements. Après, tout le monde peut venir aux journées et c'est très conseillé pour les proches. Pour diagnostiquer ou en tout cas détecter, si je puis dire, que ce soit en famille ou à l'école, quelles sont les règles assez simples et élémentaires que l'on peut donner aujourd'hui? Alors, si on remarque des comportements anormaux chez l'enfant, c'est-à-dire par exemple qui s'isole, qui vient plus à table au moment du dîner, qui mange moins aussi, tout simplement, tous ces petits signes, il faut quand même les alerter. Alors, il faut essayer de ne pas être agressif envers l'enfant. Pas lui dire mange plus ou vraiment le braquer parce que ça va que entraîner au fur et à mesure des liens de dispute. Donc au contraire, il faut essayer de comprendre, d'écouter et de connaître en fait simplement ces maladies parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne les connaissent pas et qui ne les comprennent pas. Donc je pense qu'il y a un travail à faire autour de ça. Un travail à faire, donc une formation aussi à apporter à tous ces professionnels-là. C'est ce que vous faites à travers UpCare. Exactement. Comment vous formez ces professionnels de santé? Donc en fait, c'est un organisme DPC, c'est le développement professionnel continu. C'est un dispositif réglementaire qui permet aux professionnels de santé de se former en continu tout au long de leur carrière. Et du coup, on propose des formations en lien aussi avec les troubles du comportement alimentaire, mais sur plein d'autres sujets de santé mentale, pour qu'ils puissent repérer précocement les signes de troubles mentaux et les orienter, coordonner les soins. Donc c'est surtout pour les professionnels de santé de première ligne, à savoir donc les médecins généralistes, les pharmaciens, mais ça peut être aussi les chirurgiens dentistes, les infirmiers. Et donc c'est comme ça qu'on peut les former. Alors, on parlait de l'association Je Danse aussi, que vous avez fondée, créée. En quoi la danse, finalement, joue un rôle important dans la reconstruction de l'image de soi? Alors, nous, il n'y a pas forcément de danse dans l'association. Ah, donc elle s'appelle Je Danse parce que, en fait, ma sœur, elle écrivait des chansons. Et une des chansons qu'elle a écrites s'appelait Je Danse. Et on trouvait que c'était un beau message de positivité et d'espoir. Parce que c'est vrai que quand on danse, ça fait du bien, ça nous libère et ça partage vraiment un sentiment de bien-être. Envers soi, envers les autres. Du coup, c'est pour ça qu'elle s'appelle Je Danse. Donc, il n'y a pas forcément de la danse, mais on propose plein d'autres activités aussi autour du yoga. Oui, il y a un lien avec le corps, en tout cas. De toute évidence, oui. Vous travaillez sur l'image du corps, le rapport au corps en permanence. Exactement. On fait aussi des groupes de parole pour vraiment libérer la parole entre différentes personnes qui souffrent avec des professionnels de santé. Et on organise également chaque année un gala avec de la danse et des chanteurs, danseurs, pour sensibiliser sur la cause. Merci beaucoup d'être venue, Natacha Soria, sur le plateau du Grand JT, pour nous parler d'UpCare et de l'asso Je Danse, et de cette journée qui est donc le 8 juin, qui se passera où? À Paris, dans le 16e arrondissement. Toutes les infos sont disponibles sur notre compte Insta. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique, vous nous parlez d'une nouvelle expression tendance sur les réseaux sociaux. Il s'agit de faire du pressing. Rien à voir avec repasser, mais derrière cette tendance se cache en fait ce que l'on connaît déjà fort bien. Évidemment, Virginie, nouvelle expression tendance sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Faire du pressing signifie, dans le langage réseaux sociaux, se regrouper et harceler une personne jusqu'à la faire flancher. Mais revenons à la véritable définition du mot venant du domaine sportif, car le mot pressing est, je cite, un terme d'origine anglaise signifiant presser qui désigne l'action par laquelle une équipe tente de récupérer la possession du ballon en harcelant l'adversaire et en pressant le porteur du ballon. Mais à l'échelle d'Internet, cela s'appelle du cyberharcèlement. Alors oui, le hashtag est nouveau, mais le phénomène ne l'est pas.
Virginie, faire du pressing, c'est une nouvelle façon d'adoucir le harcèlement. Et faire du pressing, est-ce que c'est juridiquement condamnable, Louisa ? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question puisque le terme change, mais faire du pressing, si le cas de faire du pressing, c'est engendrer des pressions physiques et psychologiques, il semblerait que ce soit condamnable. Et pour cela, on va écouter l'avocate Maya Lalou qui confiait tout ceci sur son compte TikTok. Pressing, harcèlement, est-ce que c'est la même chose ? À partir du moment où on est face à des agissements, des propos, des comportements qui sont répétés, qui ont vocation ou qui ont pour effet de porter atteinte à l'intégrité d'une personne, à porter atteinte à son moral, à sa santé, il s'agit de harcèlement. Vous contactez de manière répétée, de manière pressante, une personne, il s'agit de harcèlement et donc c'est répréhensible et condamnable par la loi. Alors pourquoi justement parler de pressing si on parle de harcèlement ? On peut se poser plusieurs questions. Est-ce une façon de se dédouaner d'un comportement inexcusable ou encore est-ce un jeu de groupe sur les réseaux sociaux ? Question en suspens. Mais le plus important, en plus des condamnations, c'est de se demander comment dénoncer ces comportements. Eh bien, l'influenceuse Solène Zieux-Eben, aux 3,2 millions d'abonnés quand même sur TikTok, a trouvé une solution, diffuser une vidéo ultra produite pour sensibiliser et dénoncer le pressing. Et vous allez voir, ça marche. On regarde. Je suis là, toujours là. Avant, on m'appelait harcèlement, un mot qu'on voulait fuir. Maintenant, je m'appelle pressing. C'est plus léger, plus drôle, presque tendance. Et pourtant, je suis toujours le même. J'ai changé d'habit, mais pas d'intention. J'harcèle ceux qui harcèlent, les gens qui harcèlent ceux qui pensent se faire harceler. Plus vous essayez de me combattre et plus je grandis. Je suis ce DM plein d'insultes envoyées pour la bonne cause. Je suis la haine qui se croit morale, où l'on punit en public pour apaiser sa conscience privée. Tu crois que tu me combats alors que tu fais juste partie de moi. Je suis le harcèlement et tant que vous croirez me vaincre avec moi-même, je resterai invincible. Vidéo qui permet de prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Donc on le répète, faire pressing, c'est harceler une personne sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, rappelons que le cyberharcèlement est répréhensible par la loi. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende ou 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si la victime est mineure. Notez également le numéro, le 3018, qui est un numéro gratuit, confidentiel, ouvert 7 jours sur 7 et qui permet aux élèves, parents et enseignants d'obtenir des informations ou de dénoncer des comportements. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site info.gouv.fr. Merci pour ces infos, Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Il ne faut jamais séparer les évolutions scientifiques des évolutions sociales. Il se trouve que l'école républicaine dont je parlais tout à l'heure, et je vais encore caricaturer un peu, mais nous n'aurons pas vraiment le temps d'entrer dans les finesses, l'école républicaine a voulu tenir les parents à l'écart de l'école. Et cette tendance est encore lourde aujourd'hui. On peut le montrer sur des tas de... Elle se construit là-dessus. C'est le fameux, depuis même Condorcet, les discours au moment de la Révolution, à l'école, l'instruction, à la famille, l'éducation. On vit encore à tel point que la France invente un rôle qui n'existe dans aucun pays du monde, qui sont les conseillers principaux d'éducation, des gens qui sont payés dans l'éducation pour ne pas enseigner. Voilà, on touche là un peu le paradoxe. Donc l'école, les parents sont éloignés de l'école, mais depuis les années 90-2000, avec ce qu'on a appelé le changement de paradigme de l'élève au centre, on se rend compte ou on imagine que les familles doivent pouvoir accompagner, ne serait-ce que parce qu'on a des difficultés à réussir la scolarité de masse. On veut mettre les familles dans le coup. Et là, on se trouve vraiment devant des difficultés. Pierre Perrier a appelé ça, spécialiste de la sociologie des familles, a appelé ça une espèce de mouvement de balancier. On demande aux familles de devenir coéducatrices, avec tous les problèmes que ça pose. Et on le met même dans la loi, puisque 89, vous parliez de l'élève au centre, c'est à ce moment-là. Et si je me souviens bien, la coéducation, c'est également à ce moment-là. Épisode qui a été un peu accéléré, accentué pendant la période Covid, dans lequel on a développé l'idée de continuité éducative, les parents devant être susceptibles de prendre le relais d'enseignants qui étaient eux-mêmes cantonnés dans leur propre maison. SPAG, on est spécialisé dans l'éducation et l'enseignement supérieur, donc je pense que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. C'est ça. Et nous, on vient aider les grandes écoles à recruter les talents qu'ils souhaitent, soit en France, soit à l'étranger, sur certains programmes, via toutes les techniques du digital, donc un peu ce que vous avez commencé à citer jusqu'à maintenant. En introduction, alors un cabinet de marketing digital qui accompagne justement des acteurs majeurs du monde de l'éducation, ça paraît assez obscur et justement on va en parler parce que les méthodes de recrutement
recrutement justement de ces écoles change complètement. Vous travaillez avec Schema, notamment avec l'école des Mines, l'Institut catholique de Paris, me semble-t-il. De Lille. Avec Polytechnique aussi. C'est ça. Et des écoles hors contrat aussi. Voilà. Alors, quelles sont les problématiques communes que vous rencontrez dans le secteur auprès de ces acteurs ? Dans les problématiques principales qu'il y a dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est qu'il y a pléthore de formations, ça c'est le premier sujet. Donc en fait, les écoles se doivent d'être claires sur ce qu'elles proposent et se différencier. Donc les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et autres qu'on connaît, elles ont beaucoup de formations dans plusieurs pays, des campus, et les étudiants se perdent en fait, ne voient pas la différence. Donc leur enjeu, c'est aussi d'émerger hors classement, parce que sinon, le seul moyen pour les étudiants de choisir leur école, c'est uniquement le classement des grandes écoles. Et donc de montrer leurs points différenciants, qu'est-ce qu'elles offrent de plus, est-ce que c'est la vie de campus, est-ce que c'est les alumni, est-ce que c'est le network, est-ce que c'est justement une prise de position dans la société. Il y a des écoles qu'on accompagne comme Schema qui sont très innovantes. Et donc, c'est comment on fait savoir ce savoir-faire aux étudiants. Et donc, nous, on est là pour aider sur ce faire savoir, parce qu'il y a plein de manières différentes de le faire, mais c'est émerger avant tout. Je pense que c'est un des gros sujets. C'est une énorme responsabilité aussi pour la ville, puisque ce temps est quasiment équivalent au temps effectivement que les enfants passent c'est une avec l'éducation nationale, si je veux dire. Puisque les parents nous confient leurs loulous, moi j'appelle souvent les loulous, leurs enfants, c'est leur prunelle, c'est leur bien le plus précieux. Donc forcément, à partir du moment où, dès l'âge de 3 ans, parce que maintenant on doit mettre les enfants à l'école dès l'âge de 3 ans, dès l'âge de 3 ans, quand on met l'enfant à l'école, eh bien on confie son enfant à l'éducation nationale et à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Alors par rapport à ça, depuis, on a fait un plan parentalité, depuis maintenant 2 ans. Et eh bien, dans quelques jours... Pourquoi plan parentalité ? Vous allez voir, il y a plein de sujets sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux, sur aussi parfois les parents qui ne savent pas ce que... Quand on devient parent, on n'a pas d'école des parents. Non. On ne sait pas comment faire. Non, on apprend sur le tas. Et on est souvent démunis. Moi-même, je suis maman de 2 enfants, et 17 ans et 20 ans, j'ai encore été confrontée il y a 1 an à une situation que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment faire. En me disant, mais moi, ça ne t'arrivera jamais. Et bien, ça m'est arrivé. Et donc, du coup, forcément, au niveau de la ville, on a des services qui nous accompagnent. Le lendemain, j'ai appelé, j'ai dit, comment je peux faire ? C'était pas du harcèlement, c'était des vidéos postées, etc. Et ça, tu sais pas faire. Parce que pour toi, tu ne sais pas. Donc, plan parentalité, donc, comme je vous disais, dans une dizaine de jours, je crois. Pour être accompagné, pour être soutenu, effectivement. Voilà, on va présenter à l'ensemble des parents qui vont mettre pour la première fois leurs enfants en maternelle, eh bien, le service enfance-éducation. Donc, ils vont non seulement avoir un nom, un prénom, mais également un visage, un contact. L'ensemble des élus seront là, ceux qui seront disponibles. Et puis, on invite un directeur, une directrice, pour dire, voilà, comment ça va se passer les premiers jours de la rentrée scolaire. Donc, premier jour, ça peut être sympathique, ça peut être, voilà, je suis content, j'ai mon nouveau cartable, ou j'ai l'angoisse, donc je vais pleurer. Il y a d'autres sujets sur lesquels on sait tous quelque chose, et ça on le doit là encore à la socio, c'est les inégalités de réussite liées au genre et la question de la diversité. Je commence par le genre, il y a une borne assez importante, elle date d'il y a 30 ans. Moi je me souviens l'avoir lu à l'époque, c'était un livre de Baudelot et Stablet qui s'appelait « Allez les filles », qui disait « Les filles réussissent mieux que les garçons », etc., etc. Bon, on n'appelait pas du tout ça une problématique de genre, pour autant que je m'en souvienne, il y a 30 ans, mais à un moment donné, on commence à s'intéresser à la réussite différenciée des garçons et des filles. Ça prend un peu le relais de ce que nous disions auparavant sur la question du mérite, dans la mesure où on se met à soupçonner le fait qu'il ne suffit pas de mettre des élèves devant les mêmes tables, les mêmes programmes, etc., pour qu'ils réussissent et pour qu'ils aient des chances égales. La question va naturellement se poser pour les jeunes filles. Baudelot et Stablet signalaient à l'époque quelque chose qui peut paraître une curiosité, à savoir que les jeunes filles, à l'époque où ils écrivent, commencent à être majoritaires dans les études de médecine, par exemple. Mais quand on regarde de plus près, elles n'occupent pas les spécialités les plus prestigieuses, elles sont plutôt dans la médecine scolaire, dans la médecine du travail. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'étudier ce découplage qu'il peut y avoir entre les capacités cognitives des filles qui sont des hommes comme les autres, je dirais, et celles des garçons, et le fait qu'il y a en effet des inflexions au cours de leur trajectoire. Alors,
qui vont mettre là aussi en jeu des modèles sociologiques différents. Certains vont parler plutôt en termes d'acculturation, de manière d'être préformatés par la culture familiale, scolaire, etc. D'autres vont parler, je pense, à des gens qui sont plutôt dans le sillage de Boudon, en termes de calcul. Les jeunes filles vont comprendre à un moment donné que les efforts qu'elles consacrent à l'étude ne vont pas être récompensés parce qu'un jour elles vont être mères, qu'elles vont avoir la plupart des tâches domestiques à la maison, plafond de verre, double journée, voilà. Et donc elles investissent à hauteur du meilleur qu'elles pourront obtenir. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'utilisez, cette IA, au service justement de la communication et des actions marketing qui sont menées par les écoles supérieures ? Alors oui, il y a deux manières aujourd'hui d'utiliser l'IA dans ce qu'on fait. On a des demandes et puis nous on l'utilise dans tout ce qui est productivité. Comment on va être capable de créer plus de contenu, c'est souvent le sujet principal qui vient. Oui. Donc en interne, comment en fait l'IA va aider les équipes à être plus productives, à mieux cerner les besoins, à mieux rédiger, à être plus présent. Et donc pour créer par exemple ce qu'on appelle des petites content factories, en tout cas c'est des process améliorés en réalité avec l'IA. Et la deuxième partie c'est plutôt une IA expérientielle, plutôt externe, plutôt ça aide les écoles justement à se mettre en avant et à expliquer leur différenciation. Donc en fait on nous demande souvent de créer des IA qui vont créer une expérience digitale pour les candidats ou pour les étudiants. Donc ça peut être des IA qui vont projeter les étudiants dans leur futur une fois qu'ils ont fait l'école, ça peut les projeter dans leur vie, quelle sera l'école. Voilà, donc c'est assez créatif, ça peut être divers et varié, mais je pense que c'est les deux cas d'usage les plus courants aujourd'hui de l'IA dans le milieu de l'enseignement. Et je pense que le deuxième a vraiment sa place parce que dans ce souci de se diversifier, enfin en tout cas d'être perçu comme différent et d'expliquer sa singularité pour l'enseignement supérieur, l'utilisation de l'IA, c'est un bon moyen de toucher les étudiants. Quelle approche complémentaire vous apportez, si je puis dire, sur les thématiques d'harcèlement? Parfois, le dispositif mis en place par le gouvernement, l'État de plein de choses, mais ne peut pas tout, effectivement, mais n'est parfois pas suffisant. Alors, c'est pas suffisant, mais c'est quand même un sujet difficile. Parce que le harcèlement, pour un enfant ou un parent, ça commence quand ? On n'a pas de baromètre. Un enfant peut se sentir harcelé pour quelque chose d'anodin, voilà. Et un enfant qui va plutôt être introverti, ne pas se ressentir harcelé, ça peut aller. Mais maintenant, il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères. Bien définis. La répétition. La répétition, les réseaux sociaux, on est aidé par des associations. On en parle. Alors, la première chose que l'on fait, c'est on demande aux parents d'avoir une vraie sensibilisation sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que ça commence souvent. Même dès le plus jeune âge. Ils ont un portable très rapidement. Voilà. On demande à ce que les enfants, il y ait un contrôle parental sur leur téléphone, leur iPhone ou leur Android, peu importe. Donc, il y a déjà une première chose qui est faite. Il y a une sensibilisation. Donc, on a commencé une sensibilisation avec notre bureau sécurité prévention et proximité avec la police municipale de la ville de Meaux. Vous savez qu'au niveau de la sécurité, Jean-François Copé, par rapport à ça, on est vraiment bon. Et donc, chaque classe de CM2 est visitée par un membre du service BSPP et par la police municipale, minimum une fois par an. Pourquoi le CM2 le CM2, c'est l'entrée au collège. Parce que quand vous êtes CM2, vous êtes le plus fort de la cour. Alors que quand vous rentrez au collège, vous êtes le plus faible de la cour parce que vous êtes sixième et il y a le plus petit. Donc il y a quand même une forme, mine de rien, de protection. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation aujourd'hui. C'est Romain Luc, le son et Louise Merlin, le maquillage Laure Edmond, Laura Gérard et Emma Ferrer à la rédaction, Louisa Garotia, journaliste sur notre émission aujourd'hui. Merci Louisa d'avoir été avec nous. On vous retrouve, j'espère, très vite, chère Louisa. Demain. Ben voilà, mais le miracle fut. C'est ça, on est tous là, on ne dort pas et on se retrouve demain. Voilà, ciao.